Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques. DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Vous allez écouter plusieurs documents. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil? Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population, se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout. Se lever tôt le matin pour aller courir ou faire de la gymnastique est devenu un véritable phénomène de mode. Mais ce nouveau mode de vie, on va le voir avec vous, Caroline Raymond, n'est pas bon pour tout le monde. Oui, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup d'articles sur les bienfaits d'une activité sportive au saut du lit et pourquoi nous devrions tous adopter ce style de vie. Les photos de coureurs au lever du soleil se multiplient, tout comme les témoignages de ceux qui se sentent plus productifs et plus heureux après avoir fait du sport en tout début de journée. Alors, se lever tôt pour profiter d'un moment à soi, ça semble séduisant, non? Oui, faire du sport le matin serait bon pour le sommeil, pour le moral. C'est aussi un excellent anti-stress. Cela dit, ce mode de vie n'est pas accessible à tous. Oui, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil? Eh oui, les rythmes de sommeil sont très différents d'une personne à l'autre. On ne peut pas les bouleverser sans danger. Notre rythme biologique est génétiquement programmé. Notre marge de manœuvre pour adapter notre sommeil est très réduite. Pour 20% de la population,
Se lever tôt peut être une véritable torture et provoquer des troubles du sommeil. Et les sportifs de haut niveau, Caroline, ils se lèvent aussitôt que ça pour s'entraîner? Alors, non, pas forcément, parce que eux, ils ont du temps pour s'entraîner. Et ce sont plutôt de gros dormeurs. Ils ont besoin de plus de 9 heures de sommeil pour se sentir bien. Dormir n'est pas un signe de paresse. C'est une phase indispensable pour la récupération. Et donc, la prévention des blessures. Et puis, le matin n'est pas forcément le moment le plus productif. Une étude a démontré que les personnes qui se lèvent tôt sont les plus performantes vers midi, alors que ceux qui se couchent tard atteignent leur moment de pleine forme vers 20 heures le soir. Se lever tôt répond plutôt à une norme sociale. Il faut que les personnes soient performantes dans tous les secteurs de leur vie, professionnelle, familiale ou sportive. Arriver au bureau en ayant déjà fait 1 heure de course à pied, eh bien, ça vous donne une supériorité psychologique sur les collègues qui se lèvent plus tard. Donc, les personnes qui se lèvent tard ne doivent pas forcer leur nature et s'obliger à se lever tôt? Eh bien oui, il n'y a pas de raison de culpabiliser lorsque les réveils le matin sont difficiles. Il ne faut pas oublier que la pratique matinale du sport est un luxe. Ceux qui travaillent très tôt ou ceux qui travaillent de nuit sont exclus de ce mode de vie. Et puis, faire du sport en fin de journée, c'est aussi avantageux. Faire du sport en soirée est une activité de relaxation qui peut agir sur la qualité du sommeil. Il faut donc adapter la pratique de son sport à ses besoins. Le pire choix, finalement, ce serait de rien faire du tout. Exercice 2. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure.
Bonjour Laetitia Saavedra. Bonjour Marc. Le phénomène qui vous intéresse cette semaine, c'est celui des sans bureaux fixes, ces salariés qui n'ont plus de bureau attitré. L'entreprise américaine Google a lancé le mouvement il y a quelques années, suivi depuis par plusieurs grands groupes français. Oui, le principe des salariés sans bureau attribué se systématise en France aujourd'hui. C'est le cas notamment au siège de l'entreprise Sanofi, installée près de Paris depuis 2015. Ici, plus personne n'a de bureau attitré et chaque jour est une compétition pour obtenir un bureau. Le premier arrivé est le premier servi. Les employés arrivent le matin sur un espace commun à toute l'équipe et chacun se met là où il le souhaite, y compris les chefs qui n'ont plus de bureau. Alors, pourquoi ne pas donner de bureau attitré aux salariés? 2 raisons à cela. La première, c'est une raison économique. Il faut optimiser l'utilisation des bureaux occupés en moyenne à 60% du temps. Et puis, la deuxième raison, c'est que ce système est censé renforcer l'esprit d'équipe et la capacité d'adaptation des salariés. La conséquence de ces économies, c'est que les entreprises prévoient systématiquement moins de postes de travail que d'employés. Chez Sanofi, par exemple, c'est 8 postes pour 10 employés. Alors, comment ça se passe concrètement pour les salariés? Eh bien, ce n'est pas toujours facile. Ils s'installent là où il y a de la place et parfois, il n'y en a pas. Il arrive que certains rentrent chez eux. Autre problème, l'utilisation des salles de réunion qu'il faut réserver et qui sont très convoitées. Parfois, des employés bloquent leur place dans ces salles de réunion en y laissant leur sac ou leur manteau pendant qu'ils partent en rendez-vous à l'extérieur. Le moindre espace disponible est occupé et cela peut créer des tensions entre collègues. Et que pensent les salariés de cette organisation du travail? Cela varie en fonction des générations. Les jeunes s'adaptent à cette situation, mais les plus âgés se plaignent du bruit, de problèmes de concentration. Certains ont même peur de ne plus avoir leur place dans l'entreprise. Ce nouveau mode d'organisation va donc provoquer d'autres bouleversements, non? Oui, les outils numériques permettent déjà de travailler de chez soi ou d'un bureau partagé, mais un concept va encore plus loin aux États-Unis. Il s'agit des hôtels de travail qui proposent à la fois un lieu de vie et un lieu de travail, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle de plus en plus réduite. Une nouvelle forme de travail sans limite de temps ou d'espace, c'est peut-être ce qui nous attend avec des employés hyper flexibles qui pourront travailler n'importe où et à n'importe quelle heure. Exercice 3. Vous allez écouter une fois 3 documents. Document 1. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Mercredi prochain s'ouvre à Montreuil le Salon du livre et de la presse jeunesse. C'est donc l'occasion pour nous de vous faire découvrir un projet destiné aux jeunes. Écoutons Elsa Maudet. Elle est journaliste à Libération où elle a cofondé il y a 2 ans Le Petit Libé, une version hebdomadaire du quotidien consacrée aux 7-12 ans. J'ai l'impression que la presse jeunesse est en plein développement, car jusqu'à maintenant, on n'avait que les magazines de divertissement habituels, qui sont là depuis 20 ans et qui font très bien leur travail, mais qui étaient un peu tout seuls, on va dire. Mais maintenant, on en trouve de nouveaux, plus centrés sur l'actualité et qui plaisent tout autant aux enfants. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie attente de leur part concernant l'information, et d'un autre côté, avec le journal que nous proposons aux enfants, on a voulu montrer que c'est un milieu où on peut aussi s'amuser et faire des choses sympas. En tout cas, j'espère que ce développement de la presse jeunesse va aider les enfants à pouvoir analyser l'actualité de façon critique et à grandir avec une image différente de ce métier. Document 2. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Malgré le succès grandissant des jeux vidéo, près de 20 millions de jeux de société sont vendus chaque année en France. Ce phénomène est dû au fait que les sociétés modernes ont rendu les individus libres et autonomes, mais elles les ont beaucoup isolés aussi. Les jeux représentent donc un magnifique outil de convivialité et de rencontre. En plus, ils sont aussi un excellent moyen de changer des sorties plus classiques au cinéma ou des soirées passées à regarder la télévision, par exemple.
on va davantage vers les autres. Il y a même des jeux où vous serez amené à jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Cela permet de découvrir d'autres aspects de votre caractère. D'autre part, je suis absolument convaincu que le jeu a des effets bénéfiques considérables. En plus du plaisir qu'on prend à jouer sur le moment, il fait travailler la mémoire et montre que même quand on est en difficulté, on peut gagner. Enfin, j'encourage les adultes à offrir des jeux de société aux enfants. De nos jours, il en existe pour tous les âges et pour tous les goûts. Cette activité les aide à développer leur logique, notamment avec les jeux de stratégie, et grâce à cela, ils apprennent à réfléchir différemment. Document 3. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Offrir un robot de compagnie à votre enfant pour qu'il joue. Est-ce une bonne idée? Sophie Becherel nous aide à répondre à cette question. Les robots émotionnels ont de plus en plus de succès auprès des enfants. Ayant une personnalité très humaine, ils sont destinés à créer des émotions. Et ça marche très bien. Dans notre société, parler aux objets est devenu quelque chose de très naturel, comme on le fait avec son téléphone par exemple. Néanmoins, en tant qu'adultes, nous savons que nous sommes face à une machine, ce qui n'est pas forcément le cas pour les enfants. Alors, afin de ne pas créer de confusion chez ces derniers, il faut que les créateurs conçoivent les robots de manière à ce que leur nature de machine apparaisse clairement aux yeux des enfants. En effet, bien que ces robots soient de plus en plus autonomes et qu'ils puissent dire « je t'aime », ils ne sont pas capables de ressentir, car ils ne sont que des objets programmés par des informaticiens. En revanche, il s'avère que ces robots peuvent être d'excellents compagnons pour les enfants en matière d'éducation, car ils peuvent aller chercher sur Internet la réponse à toutes sortes de questions et permettent de développer chez les plus jeunes leur compréhension du monde, ce qui est positif pour leur formation. L'épreuve de compréhension de l'oral est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension des écrits. Ministère de l'Éducation nationale, Centre international d'études pédagogiques, DELF niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues, épreuve orale collective. Exercice 1. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis, vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Lisez les questions, écoutez le document, puis répondez. Première écoute. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales. Alors pourquoi le portable justement? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient, oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait, puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets.
ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, à cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains, et en pratique, il y a un geste qui est très simple en théorie, mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le gène. Et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité, la bactérie staphylocoque, par exemple, qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient, et qu'en pratique, la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches, et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui était très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes, et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant, et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel. Et moi je dirais que dans ce sens-là, la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important, parce qu'un acteur important de ça, c'est le patient lui-même. C'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. En tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Ça sera pas possible. Il faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses, et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup, Michel Drancourt, d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. Seconde écoute. Nous allons maintenant parler des portables à l'hôpital. Bonjour, professeur Michel Drancourt. Bonjour. Vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Vous êtes l'invité d'RTL Midi car il y a une étude anglo-saxonne, britannique et américaine qui affirme que le téléphone portable peut être une voie importante de diffusion des infections nosocomiales dans les hôpitaux, et ces travaux confirment vos propres observations. Oui, nous avons fait un travail plus modeste que celui qui a été publié, mais qui va exactement dans le même sens, et qui montre qu'effectivement les téléphones portables, ceux du personnel ou ceux de patients, peuvent être contaminés avec des bactéries ou des virus qui peuvent eux-mêmes être responsables d'infections ensuite chez les patients, que l'on appelle des infections nosocomiales.
Alors pourquoi le portable justement? Parce que c'est un objet qui va partout, qui va à l'extérieur, qui revient. Oui. Voilà, c'est ça. Hein. Tout à fait. Puis c'est un objet relativement nouveau tout de même dans les hôpitaux. C'est un objet qui en pratique n'existait pas quasiment il y a une dizaine d'années par exemple dans les hôpitaux ou dans les cliniques et c'est un sujet qui n'avait pas été véritablement étudié jusqu'à présent. D'autres objets inanimés dans les hôpitaux avaient fait l'objet de recherches de même nature, mais pas le téléphone portable jusqu'à présent. D'autres objets comme par exemple les appareils de prise de tension, les thermomètres, ces choses-là. Hein. Voilà, on est entouré, lorsqu'on est patient hospitalisé dans une clinique ou dans un hôpital, on est entouré par tout un tas d'objets, ceux que vous venez de citer, puis il y a des objets un petit peu plus distants, les ordinateurs par exemple, les claviers d'ordinateurs ont beaucoup été étudiés, sont porteurs, sans surprise, je dirais, de microbes, voire de virus. Alors les infections se transmettent de patient à patient via les soignants, voilà. À cause de ces portables. Oui, disons qu'il faut, ceci étant, il faut un tout petit peu tempérer le rôle réel de tout ça. Si vous voulez, tous ces objets, les portables, les autres objets que nous avons cités ensemble, peuvent être effectivement contaminés par des virus ou des bactéries. Mais ensuite, il faut que le virus ou la bactérie passe du portable vers le patient pour donner une infection au patient. Et en réalité, le passage là se fait beaucoup par les mains du personnel, les mains des médecins, des infirmières, des autres personnels qui vont prendre en charge le patient. Des mains qui ne sont pas désinfectées, des mains qui ne sont pas lavées entre chaque opération, chaque acte. C'est un point clé, exactement. Vous avez tout à fait raison. C'est un point clé actuellement de la prévention des infections que de convaincre tous les soignants en permanence d'avoir une très bonne hygiène de leurs mains et en pratique il y a un geste qui est très simple en théorie mais qui n'est pas si facile que ça à implanter, qui est de se passer les mains à ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques, c'est-à-dire on les connaît bien avec le et donc c'est un point clé. Et donc vous voyez bien que en réalité la bactérie Staphylocoque par exemple qui peut être trouvée sur un téléphone portable, pour que cette bactérie ensuite soit responsable d'une infection chez un patient, il faut qu'elle soit en contact avec le patient et qu'en pratique la seule façon, bien entendu, c'est que les mains qui ont touché le téléphone portable ensuite touchent directement le patient sans hygiène. Donc le point clé, c'est le passage par les mains du personnel et donc l'hygiène des mains du personnel. On tombe un peu de sa chaise parce qu'on pensait quand même que c'était fait systématiquement, après un coup de fil au portable, et avant d'examiner un patient, on devrait se laver les mains. Vous avez tout à fait raison. Alors, pour être vraiment précis, ça semble un détail, mais ça ne l'est pas. Plutôt que laver à proprement parler, il y a une façon vraie. Laver, ça laisse supposer en gros de l'eau et du savon schématiquement. En réalité, il y a quelque chose de beaucoup plus simple et plus rapide que ça, qui est de se frotter les mains avec ces fameuses solutions hydroalcooliques. Et donc vous avez raison, il faut que ça soit fait comme ça. Malheureusement, ce geste qui est pourtant très simple, très rapide, facile, puisque maintenant, je dirais, toutes les cliniques, tous les hôpitaux sont équipés de solutions hydroalcooliques, et bien malheureusement, n'est pas fait dans 100% des cas comme cela devrait. Il reste des brèches, et c'est à ce moment-là que le virus ou la bactérie peut passer du téléphone portable, ou bien d'autres objets inanimés d'ailleurs, vers le patient. Professeur, donc si je comprends bien, vous ne mettez pas en cause directement et uniquement le portable, ce sont les pratiques que vous mettez en cause. Disons que les deux, le téléphone portable est un objet supplémentaire en quelque sorte qui est introduit un nouveau vecteur, une nouvelle source possible de microbes qui n'existait pas encore une fois dans nos cliniques et dans nos hôpitaux il y a encore quelques années finalement, qui était très peu répandu tout au moins, qui maintenant est extrêmement banalisé. Donc il faut tenir compte du fait que cet objet nouveau peut être une source de microbes et donc il faut réfléchir à en limiter tout de même l'usage ou la proximité des patients, mais ça n'est pas suffisant et il faut également renforcer encore l'hygiène des mains du personnel et moi je dirais que dans ce sens-là la diffusion que vous assurez de ça est extrêmement important parce qu'un acteur important de ça c'est le patient lui-même, c'est-à-dire que c'est au patient de vérifier. On va exiger des soignants qui se lavent les mains avant tout examen sur nous-mêmes. Je crois que vous avez raison, c'est important. L'hygiène est faite pour les patients, elle n'est pas faite pour les soignants. En tout cas, pas question d'interdire les portables à l'hôpital. Ça sera pas possible. Je pense qu'il faut en limiter. C'est irréversible. Bon, d'une part, c'est irréversible. Et deuxièmement, je pense qu'il faut simplement limiter l'usage dans un certain nombre de points clés, si vous voulez, de l'hôpital. Entre se servir du portable dans un couloir de circulation, c'est une chose. Dans une salle d'opération, ça serait d'autre nature. Donc on est d'accord qu'il y a une graduation des choses et que simplement il faut trouver le point raisonnable. Merci beaucoup Michel Drancourt d'avoir été en ligne dans ce RTL Midi. Je vous rappelle que vous êtes professeur de microbiologie à l'Université de Marseille. Merci à vous. Exercice 2. Vous allez entendre une seule fois un enregistrement sonore de 1 minute 30 à 2 minutes. Vous aurez tout d'abord 1 minute
pour lire les questions. Après l'enregistrement, vous aurez 3 minutes pour répondre aux questions. Répondez en cochant la bonne réponse ou en écrivant l'information demandée. Lisez maintenant les questions. C'est la journée mondiale du don du sang. Nous sommes à la veille des vacances d'été, les stocks s'épuisent. Alors l'établissement français du sang tente de nous sensibiliser sur l'importance de ce don dans le traitement de milliers de maladies. L'année dernière, 11 000 dons ont été effectués et cette année, il organise le festival Globule dans 24 grandes villes en France, dont Paris. Émilie Vallès, vous êtes rendue dans le 12e arrondissement. Oui, et sous la grande tente blanche de l'établissement français du sang, installé cours Saint-Émilion, 50 bénévoles s'activent autour des donneurs. Une aiguille dans le bras, Alain, retraité de 60 ans, donne son sang. Je suis en bonne santé pour le faire, donc je le fais. L'idée, c'est que mon sang soit utilisé pour soigner des gens. Voilà, c'est un acte citoyen, il me semble que c'est important de le faire. Pour moi, ce n'est pas contraignant. D'abord, c'est pas douloureux. Ça prend une demi-heure en dessous, avec l'entretien, le don, et puis la collation après. Ça prend une demi-heure maximum. Alors, monsieur, ça s'est bien passé? Ça va bien? Pas de problème. Le docteur François Charpentier est responsable des collectes en Île-de-France. Il s'attend à une belle mobilisation. Globalement, on estime qu'une journée comme aujourd'hui, la fréquentation de nos collectes est entre 120 et 200% de ce qu'elle est habituellement. Donc voilà en termes de chiffres ce qu'on attend. Et ces dons sont essentiels. L'an dernier, 1 million de malades en ont bénéficié. Tout un pan de la médecine ou de la chirurgie aujourd'hui ne pourrait exister s'il n'y avait pas la transfusion. Les besoins sont incessants et quotidiens. On en a côté chirurgical dans l'accidentologie, évidemment, on pense tout de suite à ça, mais également des spécialités comme la chirurgie cardiaque. Aujourd'hui, on ne pourrait pas transfuser les malades en globules rouges ou en plasma. La chirurgie cardiaque n'existerait pas. En Île-de-France, il faut 1800 dons tous les jours. Au plan national, 9500 dons. Alors pour donner son sang, 2 conditions, avoir entre 18 et 70 ans et peser plus de 50 kilos. Merci beaucoup Émilie Vallès. Un numéro de téléphone utile si vous voulez vous renseigner sur ces dons de sang, 0810 150 150, 0810 150 150. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite. C'est reparti. Vendredi, samedi et dimanche prochain, les surfeurs lancent pour la 9e année Initiative Océane, une opération destinée à collecter les déchets accumulés sur les plages. L'an passé, 5500 personnes avaient passé au crible une centaine de sites dans 11 pays d'Europe, d'Afrique et dans les dom-toms. Elles ont ramassé 430 mètres cubes de déchets, de quoi remplir 200 bennes à ordures. L'opération ne se borne pas au nettoyage, elle est aussi l'occasion de sensibiliser les bénévoles et les curieux à la protection des océans ou encore au tri sélectif des ordures ménagères. Ramasser les déchets n'est pas une tâche si facile, il faut veiller à ce que les plus jeunes ne touchent pas aux déchets dangereux, il faut laisser sur place les bois morts échoués sur les dunes, ils contribuent à fixer le sable et à lutter contre l'érosion éolienne, il faut éviter évidemment de piétiner les zones sensibles. Une étude d'Ifremer a montré que les déchets s'accumulaient essentiellement à l'embouchure des fleuves, à proximité des grandes agglomérations ou le long des routes des navires de commerce et de pêche. Avant de s'échouer sur les plages, les déchets flottent au gré des vagues. On estime à 5,5 millions le nombre de déchets flottants dans le golfe du Lion. Certains finissent par boire la tasse, 150 millions de déchets sur les fonds de la mer du Nord, ou encore 300 millions en Méditerranée. Les emballages plastiques constituent l'échantillon le plus représentatif, 60 à 95% des déchets selon les sites. Nous sommes donc tous coupables, disent les surfeurs. Rendez-vous le week-end prochain pour ramasser et pour faire passer ce message, ne jetez rien à la mer, elle vous le rendra. La liste des sites de nettoyage est disponible sur france-info.com. Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les siècles passés. Internet, nécessité de l'écrit oblige, n'en a absorbé pour l'instant que 1400. À l'Organisation des Nations Unies, une institution qui regroupe 189 États, on n'en a retenu que 6. 6, ce n'est pas beaucoup quand on veut se parler, quand on veut diffuser de l'information sur des sujets aussi importants que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces choses qui font l'actualité et le quotidien de 6 milliards de personnes dont nous sommes. Mais le paysage linguistique de l'ONU et de ses agences n'apparaît pas si formel, si compact, si homogène quand on s'en approche. Et c'est ce qu'a fait Francophonie en se rendant à l'un des sièges de l'organisation à Genève, en Suisse.
L'ONU s'est donc choisi 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Un choix dicté par ses membres fondateurs et l'évolution des adhésions. L'ONU doit donc fournir des services d'interprétation et de traduction dans ces 6 langues. Par ailleurs, le français et l'anglais ont un double statut, puisque ces 2 langues sont aussi des langues de travail et donc privilégiées dans l'administration. Ce n'est pas simple et c'est encore moins simple quand il s'agit d'autres agences des Nations Unies, comme l'explique Louis-Dominique Ouédraogo, inspecteur des Nations Unies, auteur d'un rapport d'enquête sur le multilinguisme. Ça varie d'une organisation à l'autre et à l'intérieur de la même organisation, ça peut varier également. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ces 6 langues à la fois comme langues officielles et langues de travail. Mais si on prend un autre organe principal qui est le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont anglais, français et espagnol. Si on prend une organisation comme l'Union postale universelle, qui est la seule organisation de la famille des Nations Unies, où le français est la seule langue officielle, et cela depuis la création de l'Union postale en 1876. Pourquoi on n'a pas appliqué d'emblée ces 6 langues officielles et on ne les a pas institutionnalisées comme étant des langues de travail ? Je crois qu'il y a 2 choses qui ont joué. D'abord, historiquement, il faut bien se rendre compte qu'au moment où l'ONU a été créée par la Charte de San Francisco, la technologie de l'époque en matière d'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça voulait dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre 2 langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langues il y a, plus de ressources il faut pour assurer et l'interprétation et la traduction. Il y a entre 6 000 et 7 000 langues parlées dans le monde, moitié moins que celles que les linguistes ont recensées dans les siècles passés. Internet, nécessité de l'écrit oblige, n'en a absorbé pour l'instant que 1400. À l'Organisation des Nations Unies, une institution qui regroupe 189 États, on n'en a retenu que 6. 6, ce n'est pas beaucoup quand on veut se parler, quand on veut diffuser de l'information sur des sujets aussi importants que la guerre, l'école, le sida, les droits de l'homme, enfin toutes ces choses qui font l'actualité et le quotidien de 6 milliards de personnes dont nous sommes. Mais le paysage linguistique de l'ONU et de ses agences n'apparaît pas si formel, si compact, si homogène quand on s'en approche. Et c'est ce qu'a fait Francophonie en se rendant à l'un des sièges de l'organisation à Genève, en Suisse. L'ONU s'est donc choisi 6 langues officielles, le français, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois et l'arabe. Un choix dicté par ses membres fondateurs et l'évolution des adhésions. L'ONU doit donc fournir des services d'interprétation et de traduction dans ces 6 langues. Par ailleurs, le français et l'anglais ont un double statut, puisque ces 2 langues sont aussi des langues de travail et donc privilégiées dans l'administration. Ce n'est pas simple et c'est encore moins simple quand il s'agit d'autres agences des Nations Unies, comme l'explique Louis-Dominique Ouédraogo, inspecteur des Nations Unies, auteur d'un rapport d'enquête sur le multilinguisme. Ça varie d'une organisation à l'autre et à l'intérieur de la même organisation, ça peut varier également. L'Assemblée générale et le Conseil de sécurité ont ces 6 langues à la fois comme langues officielles et langues de travail. Mais si on prend un autre organe principal qui est le Conseil économique et social, les langues officielles sont les mêmes 6 langues, mais les langues de travail sont anglais, français et espagnol. Si on prend une organisation comme l'Union postale universelle, qui est la seule organisation de la famille des Nations Unies, où le français est la seule langue officielle, et cela depuis la création de l'Union postale en 1876. Pourquoi on n'a pas appliqué d'emblée ces 6 langues officielles et on ne les a pas institutionnalisées comme étant des langues de travail ? Je crois qu'il y a 2 choses qui ont joué. D'abord, historiquement, il faut bien se rendre compte
Au moment où l'ONU a été créée par la Charte de San Francisco, la technologie de l'époque en matière d'interprétation n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. On en était encore à l'interprétation consécutive au lieu de l'interprétation simultanée. Consécutive, ça voulait dire qu'en fait, la personne parlait dans sa langue maternelle et puis était traduite après. Et l'interprète interprétait au fur et à mesure. Alors quand vous le faites déjà entre 2 langues, ça prend le temps qu'il faut. S'il faut le faire en 6 langues, vous imaginez un peu ce que ça représente comme difficulté. Je crois qu'il y a d'abord cette première problématique. La deuxième problématique qui est évidente, c'est que ça a un coût. Plus de langues il y a, plus de ressources il faut pour assurer et l'interprétation et la traduction.